sujet de recherche de notre invité, nous sommes probablement 99% à ne rien y comprendre. Les mots qu'il utilise ou qu'il a utilisés dans sa vie de physicien, on n'en connaît même pas l'existence. Si je vous dis séparation isotopique ou accélérateur à cavité supraconductrice pour électrons, ça ne vous dit rien, à moi non plus, mais lui, il sait. Et sa force, c'est de partager ses connaissances, d'y ajouter même une dose de philosophie. Pourquoi cherche-t-il à ce point à nous donner un peu de sa science? Perd-il patience, parfois, devant moins connaisseur que lui? On va lui poser toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Étienne Klein. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes donc dans le Dôme Tournon, au Sénat. C'est vrai, vous auriez pu garder tout ce que vous savez pour vous. Pourquoi avoir eu envie de partager avec les autres? Est-ce que rendre l'autre moins ignorant, ça protège du chaos? Non, c'est qu'il y a des très belles idées en physique. Au XXe siècle, il y a eu des révolutions conceptuelles incroyables. Une qui s'appelle la relativité générale, proposée par Einstein en 1915, qui change complètement la façon de comprendre la gravitation. Et après, il y a eu la physique quantique qui décrit les interactions entre particules. Et là, il y a des idées qui ont été mises sur pied dans les années 1920 par des jeunes gens, très rapidement, qui ont fait une véritable révolution en inventant des concepts qui ne sont pas les concepts qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est quand même des idées qui méritent d'être connues, y compris par ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études. Mais est-ce qu'on a tous les mêmes capacités intellectuelles pour les comprendre, ces choses? En tout cas, on peut essayer. Il n'y a pas d'a priori qu'on puisse mettre en avant. Et j'ai pas du tout une conception scolaire de la démocratie. Moi, je pense qu'on n'est pas un moins bon citoyen si on est indifférent à la science. On a le droit de ne pas du tout s'y intéresser, mais c'est bien d'être mis en contact avec elle au moins une fois pour voir si on a du goût pour elle. Est-ce qu'il y a des choses impossibles à vulgariser? Est-ce que là, par exemple, il y a un sujet sur lequel vous ne prendriez même pas la peine de m'expliquer les choses tellement c'est complexe? Je pense que tout est vulgarisable à condition qu'on ait beaucoup de temps. Et on a rarement du temps. Et par exemple, la physique, elle s'écrit, pour ce qui est des formalismes, avec des équations mathématiques. Et dire avec des mots ce que dirait une équation si elle pouvait parler, ça prendrait beaucoup de temps. Donc il faut, en plus, on n'est jamais bien sûr de ce qu'elle dirait. Donc il y a tout un travail de traduction, mais je ne crois pas que la langue ordinaire, la langue avec laquelle on parle tous les jours, contienne la science. Et donc, pour vulgariser, il faut creuser une langue étrangère dans la langue pour créer des espaces nouveaux dans lesquels on va pouvoir dire l'originalité des messages qui nous viennent de la physique. C'est une langue à part, donc. Et donc, c'est plutôt une critique du langage. Faire de la vulgarisation, c'est critiquer le langage. C'est être en lutte avec la langue, comme disait un de mes maîtres, Wittgenstein. Et pourquoi c'est impératif de la partager, cette science, et qu'au moins une fois, on soit en contact avec elle dans sa vie? Mais parce que c'est excitant. C'est excitant d'en entendre parler, de s'y intéresser, de tenter de la comprendre. Il y a un érotisme des problèmes. Voilà. Si vous pensez, par exemple, c'est une expression qu'on doit à Einstein. Il se pose une question, il tente d'y répondre, la réponse amène une autre question, il suit le fil, et ça l'amène, au bout d'un temps qui peut être plus ou moins long, à des véritables bouleversements, révolutions. C'est quand même excitant. Enfin, la pensée, c'est pas forcément triste. Il y a une joie de la pensée. Après, on en fait ce qu'on veut. Encore une fois, c'est pas une obligation. Mais c'est bien d'essayer. Comme le ski ou autre chose. Avec le Covid, tout le monde se prend un peu pour un scientifique, c'est un peu ce qu'on a remarqué, croit comprendre les choses, invente même des théories farfelues qui finalement n'ont plus rien de scientifique. Est-ce que ça vous effraie en tant que scientifique d'avoir observé cela? Disons que je suis passé d'une conception, grâce au Covid, d'une conception intellectuelle de la vulgarisation, je pensais qu'il fallait transmettre des idées, à une conception plus politique. Et c'est le Covid qui me l'a montré, parce qu'en effet, au début, moi, je pensais qu'on avait là l'occasion historique de faire de la pédagogie scientifique, d'expliquer jour après jour comment on travaille, quelles sont les questions qu'on se pose, quelles sont les expériences, les mesures, les protocoles qu'on met sur pied pour répondre aux questions que nous nous posons. Expliquer ce qu'est un essai en double aveugle, s'agissant des traitements, un essai randomisé, pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation et causalité, qu'est-ce que c'est qu'une exponentielle? Pourquoi la théorie des probabilités? Parce qu'on utilise beaucoup de probabilités dans ce genre d'affaires. Elle est parfois contre-intuitive. Et au lieu de ça, on a, dans beaucoup d'endroits, organisé des controverses prématurées entre gens pas d'accord à propos de questions dont on ne connaissait pas encore les réponses. Comment ça, on l'a organisé? Qui l'a organisé? Je ne sais pas.
Pourquoi, quand on ne sait pas répondre à une question, on ne dit pas « je ne sais pas » Pourquoi on fait semblant de savoir? Pourquoi d'après vous? Et on a confondu, parce qu'on a confondu la science et la recherche. Si vous voulez, la science, c'est un corpus de connaissances qu'on a du mal à remettre en cause, sauf si on a des arguments scientifiques pour le faire. Par exemple, la Terre est ronde, c'est un résultat scientifique. L'atome existe, c'est un résultat scientifique. Vous pouvez les contester, mais il faut des arguments très solides, que personne ne connaît à ce jour, pour le faire. Donc, la science, c'est un corpus de connaissances qu'on ne peut pas rejeter facilement en disant « je ne le sens pas » ou « ça ne me parle pas ». Par contre, cette science, elle constitue un corpus de connaissances qui est par nature et par construction incomplet. Et donc, il pose des questions dont nous n'avons pas les réponses. Et c'est pour cela qu'on fait de la recherche. Et quand on confond les deux, la science et la recherche, le doute, qui est le moteur de la recherche, vient coloniser l'idée même de science. Et on dit la science, c'est le doute. Et comme on voit des experts qui ne sont pas d'accord entre eux, on se sent d'autant plus encouragé à dire ce qu'on pense, avec son ressenti, son bon sens, ses croyances, des questions qui font controverse pour les experts. Il y a même peut-être une ambiance générale qui laisserait entendre qu'on ne supporte pas l'idée qu'il puisse y avoir des sachants. Comme s'il y avait une sorte de jusqu'au-boutisme de l'égalité du savoir et de la parole. Toutes nos paroles se valent. Est-ce que toutes nos paroles se valent? Oui, c'est-à-dire que dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances, des croyances, des commentaires, des opinions, des fake news. Et les statuts de ces choses qui sont très différentes se mélangent du coup. Et si moi je parle en tant que sachant, on pourra m'accuser en fait de distiller la croyance de la communauté à laquelle j'appartiens. Et si on me présente une croyance, eh bien on pourra m'expliquer qu'elle est en fait une connaissance qui a été injustement méprisée, etc. Mais donc, c'est en effet, il y a dangereux une tout grande cela. C'est confusion. dangereux pour la recherche, c'est dangereux pour les scientifiques que vous êtes. Ça freine la recherche? Oui, moi je pense qu'il y a des leçons à tirer de ce qui s'est Lesquelles? passé pendant le Covid. Par exemple, quand un scientifique parle en période de crise dans un lieu public, il devrait plutôt dire « nous savons que ». Nous, c'est-à-dire engager une collectivité. La science, ça ne se fait pas tout seul. Quand on se pose une question, on fait des recherches et on présente ses résultats. Et la seule honnêteté qu'on doit avoir, c'est de présenter les résultats qu'on a obtenus à d'autres personnes qui s'intéressent à des questions semblables et travaillent sur des sujets voisins. Donc il y a eu un manque d'humilité de la part des scientifiques? Il faut dire « je » quand on est chercheur, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est le « nous ». Sauf si on est lanceur d'alerte, auquel cas on peut parler en son nom propre. Mais sinon... il y a un philosophe des sciences que j'aime beaucoup, Karl Popper, qui disait « la science, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir ». Donc les chercheurs, c'est des gens qui, tant qu'ils n'ont pas la réponse à la question qu'ils se posent, se disputent. Et à la fin, si tout se passe bien, ils prétendent avoir fait parler un bout du réel, et ça s'appelle une connaissance. Et cette connaissance, ils sont tous capables de la dire de la même façon, en disant « nous savons que », ça c'est la science, et nous nous demandons si, ça c'est la recherche. Parlons un peu de vous, de votre parcours. Vous aviez un esprit scientifique dès le début, vous? C'était un peu familial de se diriger vers la science. Je crois que votre père était ingénieur en électrotechnique. Oui. Il y avait une forme de continuité, c'était logique de... Moi j'aimais beaucoup les mathématiques, j'aimais beaucoup la poésie aussi, la littérature. Et ce qui m'a fait bifurquer, en fait, c'est à l'âge de 20 ans, alors que j'étais dans une école d'ingénieur, un stage d'été que j'ai fait au laboratoire de physique des particules européen, le CERN, à Genève. Et là, j'ai découvert un monde dont j'avais jamais entendu parler. Et j'ai été saisi. Alors, il y avait le goût d'apprendre chez vous et je crois votre force de travail aussi. J'ai lu que vous étiez un travailleur acharné depuis l'enfance. C'est même vous qui demandez à votre père de changer d'établissement parce qu'à Orsay, les élèves déclenchaient des alarmes, des alertes à la bombe pour éviter de faire des évaluations. C'est vrai? C'est vrai, mais je ne sais pas comment vous l'avez su. J'ai fait des recherches. Mais moi c'est aussi, vrai. je cherche. C'est vrai, c'est vrai. Oui, moi je voulais Mais travailler. vous étiez différent, vous étiez Moi, précoce, vous étiez surdoué. Moi, j'avais le sentiment que les études constituaient une forme de salut. Voilà. Que je voulais accéder à des connaissances qui me feraient regarder le monde différemment. Et ça a marché. Mais est-ce que ça a fait de vous un enfant différent? Je pense à ça parce que j'ai lu que vous aviez aussi pris une gifle qui vous avait crevé le tympan Oui. et qui avait fait que vous aviez été opéré à plusieurs reprises oui. du tympan et que c'est même à ce moment-là que vous découvrez la physique quantique parce qu'un un élève, un camarade vous Oui, apporte, il m'a vous offre offert un à livre. l'hôpital un livre
qui a eu pour moi une puissance destinale, qui s'appelle À la recherche du réel, écrit par un physicien, théoricien, qui s'appelait Bernard d'Espagna. Et ce livre m'a montré qu'il y a des résultats de physique qui correspondent à ce qu'on appelle des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire la physique ne vient pas remplacer la philosophie, mais autour d'une question philosophique, par exemple, le temps existe-t-il, elle vient apporter des résultats qui viennent contraindre, éclairer l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Et ça voulait dire que, en certains endroits, il y a des points de contact entre la physique, ses résultats, et la philosophie. Et ça m'a passionné. Et d'ailleurs, quelques temps plus tard, j'ai pu rencontrer Bernard d'Espagna, qui a été mon maître, et avec lequel j'ai écrit un livre. Et ça a été à la fois la lecture du livre et l'événement qu'a constitué la rencontre avec lui, deux moments absolument cruciaux dans mon évolution. Une évolution, c'est pas continu, hein. Il y a des moments de bifurcation. Est-ce qu'on peut développer avec vous cette question du temps, sur laquelle vous revenez assez régulièrement? Ben, c'est une question qui m'a obsédé, en fait, hein, Ouais. pendant plus de 10 ans. En fait, je suis parti vraiment d'une question triviale. J'ai remarqué, comme vous, que les philosophes parlent du temps, depuis qu'il y a de la philosophie. Aristote, Saint-Augustin, Kant, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Bergson. Bon. Mais les physiciens parlent du temps aussi, avec Galilée, Newton, Einstein et beaucoup d'autres. Et donc la question basique que cela pose est celle-ci. Quand un philosophe parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un physicien? Oui ou non? Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot? On devrait utiliser un mot différent selon qu'il s'agit du temps des physiciens ou du temps des philosophes. Et puis s'ils parlent de la même chose, est-ce qu'ils en disent les mêmes choses? À l'évidence, non. Non. Einstein ne parle pas comme Saint-Augustin, ni comme Heidegger. Donc, à qui devez-vous écouter si c'est la question du temps qui vous intéresse? J'ai un document pour vous, Étienne Klein, un document à vous proposer qui nous a été transmis par les Archives nationales. Vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite de quoi il s'agit, parce que c'est assez peu lisible, mais ce sont des bulletins de notes. C'est un récapitulatif des 3 années de formation de Boris Vian à l'école centrale. Oui, Boris Vian, le parolier, le chanteur, critique musical, poète et écrivain, était ingénieur, diplômé de Centrale comme vous. Lui, sa spécialité, c'était la métallurgie. Lui était scientifique et artiste, et vous êtes physicien et philosophe. Les sciences mènent à tout, Étienne Klein, ou n'empêchent rien. Mais on ne peut pas vivre, je peux dire, on ne peut pas exister simplement avec la science. On vit, on a des passions, on a des activités, on peut faire du sport, et donc on ne peut pas se laisser enfermer dans la science, ça ne suffit pas. Par contre, c'est un lieu d'ouverture pour toutes sortes de choses. Moi, je vois qu'il était bon élève, hein. Il était très bon élève, bien sûr. Donc ça, c'est un document des Archives nationales qui sont nos partenaires. Et voilà, c'est magnifique. Vous le saviez? Vous saviez qu'il avait fait Centrale? Bien sûr, bien sûr. Il est très connu dans l'école. Il est même une référence, même s'il a été caché, je crois, pendant quelques années. Mais c'est devenu une référence, une fierté presque. Et il savait qu'il avait une maladie cardiaque qui le condamnait. Il savait qu'il allait mourir jeune. Et ça, c'est très important. Pourquoi? De toujours penser qu'on peut mourir jeune. Ça oblige à ne pas procrastiner. À ne pas perdre de temps, justement. On en revient à cette et à faire ce qu'on doit faire. Et je pense que c'est une leçon qui vaut pour tous, même si on a un très bon cœur. Vous vivez comme cela aussi, en vous disant que vous pouvez mourir demain? Oui, moi j'ai des ennuis de santé, pas aussi graves, mais pendant un certain temps j'ai cru que... Et ça a fait qu'en effet, je ne procrastine jamais. C'est quoi l'idée de mort pour un physicien quand on... Pour un physicien, la matière mortelle, est-ce qu'il y a des matières immortelles? Non, la matière se transforme, elle ne tombe jamais dans le néant, il y a toujours de la conservation. Donc la mort n'est pas quelque chose que les physiciens peuvent vraiment décrire. Ils peuvent décrire des transitions, des métamorphoses, mais pas la mort au sens d'une chute dans le néant. Même les biologistes, je crois, ils peuvent décrire le vieillissement, mais la mort en tant que telle, en tant qu'événement, elle est incommensurable avec tous les événements qui peuvent survenir dans la vie, par définition presque. Donc la mort, elle reste un mystère, et je ne crois pas qu'on puisse un jour fonder ce qu'on pourrait appeler une science de la mort. On peut comprendre ce qui se passe biologiquement au moment où ça se passe. D'abord, est-ce que ça se passe en un instant, ou est-ce que c'est un processus qui occupe une certaine durée? Mais après, même les gens qui racontent des expériences près de la mort, comme on dit, qui ont des comas, puis qui reviennent, ce qu'ils nous disent,
est un enseignement à propos de certains états de conscience modifiés, mais pas de la mort, puisqu'ils sont revenus. Alors, la mort, c'est par définition ce dont on ne revient pas. Et donc, on n'a aucun témoignage. Si on reprend le fil de cette archive et de ce parcours de Boris Vian, qui était à la fois un artiste et un scientifique, est-ce que dire qu'il y a des esprits scientifiques et des esprits littéraires, ce qu'on dit beaucoup dans le langage courant, est-ce que c'est une légende selon vous? Mais pure légende. Et je pense qu'elle fait des drames dans la façon dont on peut ressentir une vocation. Par exemple, on croit que plus on est scientifique, moins on est littéraire. Ou que si on est un pur littéraire, on ne pourra pas faire de mathématiques. Mais ça vient d'où, ça? Cette espèce de structuration des esprits qui serait l'effet intellectuel d'un démarquage cérébral qui ferait que certains cerveaux seraient plus aptes à ceci ou à cela. La pensée populaire aime les cases, aime les catégories. Oui, voilà. Moi non. C'est pas que j'aime pas les frontières. J'ai rien contre les frontières, mais je les vois pas. Je ne les vois pas. On me l'a reproché. Mais c'est pas du tout la transgression. Je suis pas. C'est comme quand je suis dans le massif du Mont-Blanc, avant qu'il y ait des téléphones portables, on ne savait jamais si on était en France, en Italie ou en Suisse. Bon, quelle importance. Et on en parlera du Mont-Blanc dans une seconde. Est-ce que vous êtes-vous arrivé à la philosophie, faute de pouvoir aussi, peut-être, trouver des réponses suffisantes dans la science? C'est plutôt que je me rendais compte que la science ne s'épuise pas elle-même. C'est-à-dire qu'elle pose des questions auxquelles elle ne répond pas. Et que c'est donc une ouverture pour un certain type de philosophie. Par exemple, les physiciens, ils utilisent des lois physiques. Il y a des lois physiques qu'on apprend à l'école et d'autres qu'on apprend plus tard. Mais ces lois physiques, quel est leur statut? Est-ce qu'elles sont dans le monde? Est-ce qu'elles sont immanentes? Est-ce qu'elles étaient là avant le Big Bang? Est-ce que l'univers, s'il est apparu, est né avec un arsenal législatif? Je dis ça parce qu'on est au Sénat, qui est déjà fixé à l'avance. Ou est-ce que les lois se structurent, apparaissent à mesure que l'univers les réclame? Personne n'en sait rien. Et donc le fait que la science répond à des questions, mais ne répond pas à toutes les questions qu'elle oblige à poser, ça ouvre des perspectives fascinantes qui, moi, m'ont fasciné et happé, en fait. Ça vous a ouvert, vous, à la philosophie? Parfois, ça ouvre à la religion aussi. Est-ce que c'est compatible d'être scientifique et croyant? Moi, je ferai une réponse simple. Je connais des physiciens, je connais des catholiques, je connais des physiciens catholiques, mais je ne connais pas de physique catholique. Et je ne connais pas d'exemple de personnes qui aient changé leur attitude vis-à-vis de Dieu, par exemple, à cause d'un résultat scientifique. Est-ce que la philosophie vous aide ou vous a aidé à poser des limites à la recherche scientifique? Et est-ce qu'il doit y en avoir d'ailleurs des limites à la recherche scientifique? Je pense à Science sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Alors, en effet, parce qu'on a longtemps cru au progrès. On n'emploie plus le mot. Bon. Mais la science a été le moteur de la science. Mais aujourd'hui, on y croit moins. Et du coup, on se rend compte que la science, elle produit des connaissances, mais elle produit aussi de l'incertitude. Mais une incertitude d'un type très spécial. C'est que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire, des possibilités qu'elle nous donne. Par exemple, la science vous permet de faire des OGM, des opérations génétiques de différentes natures. Est-ce qu'on doit les faire ou pas? La science ne dit pas. Elle nous dit comment le faire, mais elle ne dit pas si on doit le faire. Et c'est pour ça que dans une société comme la nôtre, démocratique, on doit pouvoir décider du type de compagnonnage que nous voulons faire collectivement avec les nouvelles technologies. Ça suppose des débats qui sont très difficiles à organiser, parce que j'observe, moi, une forme de décorrélation sur ces questions-là entre la militance et la compétence. Je veux dire par là que les gens qui sont très militants, pour ou contre, anti ou pro, sont pas toujours les plus compétents. Et le fait d'être militant, d'avoir une opinion tranchée, dédouane de l'envie de s'instruire à propos de ce sur quoi on a une opinion tranchée. Moi, j'ai des amis qui sont pro 5G à fond. Je leur demande, qu'est-ce que la 5G? Ils savent pas trop dire. J'ai des amis qui sont très anti 5G. Je leur demande, c'est quoi la 5G? Ils savent pas trop dire. Autrement dit, les nouvelles technologies sont beaucoup plus jugées à partir de leur halo symbolique qu'à partir d'une connaissance matérielle et objective de ce qu'elles sont réellement. Et ça rend les débats, ça les fait ressembler à des débats
on met en compétition des valeurs beaucoup plus que des connaissances. Mais vous vous situez où, vous, là-dedans, justement? Est-ce que il faut faire attention à ce progrès scientifique? Est-ce qu'il faut y mettre des limites? Est-ce que l'innovation scientifique pourrait un jour tuer la matière vivante, toute matière vivante? Oui, moi je pense qu'il faut surveiller l'évolution des technologies comme le lait sur le feu. Voilà. Alors qu'avant, quand on croyait au progrès, on disait la science permet de faire ceci, allons-y. Allons-y, fonçons. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et la marche vers le progrès réclame des sacrifices. Mais donc cette remise en question de l'innovation scientifique, c'est un peu nouveau. C'est un discours un peu nouveau. Oui, mais encore une fois, elle doit s'appuyer sur des connaissances. Autrement dit, la militance doit conduire à une augmentation de nos connaissances. Si je m'intéresse au nucléaire, je dois me forger une opinion, et se forger une opinion, c'est pas la même chose que avoir une opinion. Ça demande un travail, ça demande de discuter, de s'instruire, d'interpeller les experts, et à l'issue d'un processus qui peut être long, je peux dire que je me suis forgé une opinion. Et donc ça montre que, si vous voulez, le droit de savoir, que tout le monde revendique, qui est parfaitement légitime, n'est pas toujours aisément converti en désir de connaître. Voilà. Le désir de connaître, il est chronophage. Le nucléaire, c'est compliqué, la 5G, c'est compliqué, les OGM, c'est compliqué, l'intelligence artificielle, c'est compliqué. Et pourtant, c'est une question fondamentale pour nos sociétés. L'intelligence artificielle, c'est déjà le cas, change plus la vie des gens que beaucoup de lois qui sont votées au Parlement. Je le dis sans ironie. Et vous dites ça aussi. Et donc, ça supposerait qu'on s'y intéresse de très près. Que voulons-nous faire d'elle? Quels sont les pouvoirs que nous sommes prêts à lui déléguer? Et quels sont les pouvoirs dont nous voulons, nous, humains, garder la complète maîtrise? Est-ce qu'il y a des sujets que vous n'avez encore jamais explorés, que vous auriez aimé explorer, que vous n'avez pas fait? Parce que j'ai lu votre parcours, vous avez près de 50 publications à votre actif. Celui de 2021, c'est l'esprit du corps. Mais je peux en citer plein d'autres, le goût du vrai, ce qui est sans être tout à fait. Est-ce qu'il y a encore un domaine dans lequel vous n'avez pas, que vous n'avez pas exploré, que vous auriez aimé explorer? Alors, moi, mes grands domaines, c'était le temps, le vide, l'espace, la matière. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc oui, mais c'est des mots, c'est des mots dont parlent les physiciens, mais aussi dont parle le philosophe, et qui sont des mots de la langue courante. Et donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut vraiment en dire, sachant qu'ils ont déjà été traités de 1000 manières. Mais la question qui m'intéresse, moi, maintenant, c'est les idées. Voilà. C'est quoi une idée et comment ça germe? J'ai aussi des photos pour vous, des photos à vous montrer. Je vais commencer par celle-ci. C'est une photo de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Je sais que ça vous parle et on va faire comprendre à notre public pourquoi ça vous parle. Je crois savoir, là aussi, en ayant fait des recherches, que vous y avez donné des cours les jeudis après-midi, ou peut-être que vous les donnez encore d'ailleurs. Le milieu carcéral vous fascinait. Vous avez dit un jour qu'il vous aspirait psychiquement par un étrange effet de répulsion négative. Bon, vous êtes très informé. Une bonne chercheuse. Mais vous êtes très bien informé. Oui, non, quand j'ai donné des cours à la prison de Fresnes, en effet, il y avait une espèce d'aspiration. J'étais attiré par ce milieu, précisément parce que je ne comprenais pas comment on pouvait y vivre. Donc c'est une sorte de recherche de l'impossible. Et j'y ai noué des relations très très fortes. En y donnant des cours, vous avez compris comment on pouvait y vivre. C'était des cours particuliers, c'était pas des cours collectifs. Vous avez eu une réponse à votre question? Et j'ai découvert des profils extrêmement différents. Et j'ai toujours été intéressé par cette question. Aujourd'hui, je donne plus de cours à la prison de Fresnes, mais je donne des conférences dans d'autres prisons. Ça a été interrompu pendant le Covid. Et puis, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps François Besse, qui est un monsieur qu'on a longtemps surnommé le roi d'évasion. Il a évadé 7 fois de prison. Il a fait 26 ans de prison au total. Et il a découvert Spinoza en prison. C'est devenu un spécialiste de Spinoza. Et c'est un homme que j'ai rencontré à plusieurs reprises et qui dit des choses qui résonnent en moi. Donc on peut vivre en prison à condition de quoi? De faire de la philosophie, de s'évader psychiquement? Lui, il me dit qu'il n'a jamais été en prison. Il a passé 26 ans, mais il a toujours eu l'esprit ailleurs, sans jamais délirer. Donc ça dit des choses aussi sur le travail mental qu'on peut faire dans de telles situations.
J'ai une deuxième photo qui normalement devrait vous parler aussi, si mes recherches sont bonnes. C'est Johnny Wilkinson, ancien joueur de rugby international, une star en Angleterre, un fan de physique quantique. La directrice du département culture d'une école d'ingénieurs avait lu cette interview de Wilkinson dans laquelle il disait qu'il avait été sauvé de la dépression par la physique quantique. Et puis dans le même temps, Albert Fert, prix Nobel de physique, disait que jeune, il avait joué au rugby dans une équipe de France internationale étudiants, je crois. Et donc son idée avait été de faire discuter Johnny Wilkinson, rugbyman intéressé par la physique, avec un physicien intéressé par le rugby. Mais Albert Fert, au dernier moment, n'a pas pu venir. Et donc je l'ai remplacé, accompagné de Jean Iliopoulos, un physicien théoricien. Et au moment de partir pour rejoindre le lieu où avait lieu la discussion, elle m'appelle pour me dire que Johnny Wilkinson est catastrophé parce qu'il a oublié ses boutons de manchette. Donc elle me demande de venir avec une paire de boutons de manchette, ce que je fais. J'ai pas trop l'habitude, mais je les accroche à ma chemise. Et arrivé là-bas, je me rends compte que j'en ai perdu un. On me présente à Wilkinson, je suis désolé, j'ai qu'un bouton de manchette. Il m'a fait cette réplique incroyable, il m'a dit « ça n'est pas grave, je vais me couper un bras ». On a discuté pendant 2 heures, c'était passionnant. Et ça a donné lieu à un petit livre qui s'appelle Le rugby quantique. En fait, ce qui l'intéressait, c'était pas la physique quantique elle-même, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler le New Age qui l'accompagne parfois. Une dernière photo, et vous l'avez un tout petit peu dit tout à l'heure, alors ça va dire quelque chose aux gens qui nous écoutent. C'est une photo du Mont Blanc, et pour cause, vers l'âge de 20 ans, vous vous lancez dans le tour du Mont Blanc, et là, c'est le choc, c'est la révélation. Quelle est cette relation à la montagne que vous Oui, moi j'ai une vie faite de chocs, et de déclic. Je connaissais pas la haute montagne, et à 20 ans, je la découvre pour la première fois, et j'ai compris tout de suite que c'était mon topos, quoi. C'est-à-dire... Votre topos. Topos, c'est le lieu où je me sens bien, où j'ai beaucoup d'amis, où je vais à chaque fois qu'une vacance se présente. Et c'est quoi cette relation à la montagne? C'est quoi cette relation au vide, à la hauteur, à l'immensité? Bachelard a une belle expression, il parlait de la philosophie de Nietzsche, mais en fait ça s'applique à la montagne. Il parlait de psychisme ascensionnel. D'accord. C'est-à-dire que quand vous êtes en bas, vous ne pouvez pas faire autrement que regarder en haut. Il nous reste un tout petit peu de temps et c'est notre dernière question, c'est notre rituel dans cette émission. Nous sommes dans un lieu magnifique et nous sommes avec des statues qui représentent chacune une vertu. Il y a derrière vous la sagesse, il y a ici la prudence, ici la justice et derrière moi l'éloquence. À laquelle de ces vertus vous vous reconnaissez le plus? Est-ce qu'on va faire des mélanges? Mais bien sûr. Moi je mettrais la justice et l'éloquence ensemble. Pourquoi? La justice, c'est la justice au sens commun du terme, mais c'est aussi penser juste. Ce qui n'est pas la même chose que la sagesse. Il me semble que la sagesse, elle invite parfois à borner la pensée. Or, la philosophie, c'est aussi une part de folie, je pense. Donc je mettrais la justice, au sens large du terme, penser juste, et l'éloquence, parce que toute la question, finalement, c'est celle du langage. Comment... Il y a une sorte d'incommensurabilité entre la pensée et le langage. Tout langage est une trahison de la pensée. Et l'éloquence est ce qui permet de réduire cet écart au maximum. Eh ben, j'espère qu'on n'aura pas trop trahi votre pensée, que vous ne l'aurez pas vous-même trahi avec vos mots. Merci infiniment, Étienne Klein, d'avoir été notre invité dans Un Monde, un regard. On se retrouve très vite sur Public Sénat.